Le Conseil des sages de Sainte-Geneviève-des-Bois vous présente Vous avez des droits en santé, les connaissez-vous? Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Cluzot, certains me connaissent déjà, beaucoup même d'ailleurs, je pense. Je suis le président du Conseil des sages de Sainte-Geneviève-des-Bois. Entre autres choses, je suis aussi vice-président du Conseil territorial de santé de l'Essonne et membre du bureau de France Asso Santé Île-de-France. Alors, cette conférence s'intitule « Vous avez des droits en santé, les connaissez-vous » Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis aperçu en discutant avec des patients, des personnes qui n'ont pas atteint d'aucune pathologie, mais qui ont de temps en temps recours à leur médecin, que les droits en santé n'étaient pas du tout connus. La loi Kouchner, la loi du 4 mars 2002, c'est un aboutissement de choses qui se sont faites avant. Tout à l'heure, je vous montrerai une petite historique. Dans l'histoire du système de santé, la loi, on dit loi Kouchner, a permis de mieux prendre en compte les droits des malades. En rééquilibrant les relations patient-médecin, cette réforme a placé le malade au centre des soins. Toutefois, la crise sanitaire liée au Covid a mis parfois entre parenthèses certains droits des patients. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Il faut savoir que pendant longtemps, les patients n'avaient pas le droit au chapitre. Seul le médecin, détenteur des connaissances, décidait. Cependant, le droit inexistant dans ce domaine a progressivement évolué tout au long du XXe siècle pour aboutir à une législation plus protectrice des droits des usagers de la santé avec la loi du 4 mars 2022 qui s'appelle, en réalité, on l'appelle loi Kouchner, mais qui s'appelle loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de soins. Ce texte, il faut déjà qu'on définisse qu'est-ce que c'est que la santé et qu'est-ce que c'est que la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire définie comme une organisation de la société reconnaissant le droit de chacun à connaître, décider et agir pour la santé et la protection de la santé publique. Ça date de 2016, dans un livre qui s'appelait « Les droits des malades ». Ainsi, la loi Kouchner a permis d'établir dans un même texte les droits, alors c'est très important, droits individuels des malades, le droit de choisir librement son médecin, le droit à l'information, ce qui veut dire accès au dossier médical, information sur les traitements et le risque et les frais. Il faut savoir que si vous êtes hospitalisé, vous avez l'établissement hospitalier a obligation de vous donner votre dossier médical. Dans certains lieux, c'est payant, vous font payer les photocopies et la poste. D'autres le font gratuitement. Alors, c'est pas toujours évident. Il y a ici dans notre assistance quelqu'un que je connais très bien, qui a beaucoup de mal à avoir son dossier médical suite à une intervention chirurgicale. Voilà. Alors, il y a aussi le consentement Oui, pardon. Et quand on n'arrive pas à l'avoir, alors comment on fait? Alors, il faut saisir la commission des usagers de l'endroit où vous êtes. Mais il faut d'abord saisir le directeur de l'établissement avec copie à la commission des usagers. Alors, je vais avancer un petit peu. J'avais prévu ça plus tard, mais autant le faire maintenant. Qu'est-ce que l'avantage principal de la loi Kouchner, c'est d'avoir créé les commissions des usagers. Dans chaque établissement hospitalier, privé ou public, il y a ce qu'on appelle la CDU, Commission des usagers, où siègent des représentants des usagers qui sont obligatoirement affiliés à une association agréée du droit en santé. Pour être association agréée, il faut en faire la demande au niveau de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Excusez-moi, je pars souvent avec des acronymes, malgré que j'ai horreur de ça. Donc l'Agence régionale de santé, et qui vous donne un agrément. Les représentants des usagers sont ce qui est sorti de primordial, à mon avis, sur la loi Kouchner. Nous sommes je dis nous parce que je suis représentant des usagers dans 4 établissements hospitaliers de l'Essonne, dont le CHSF, et nous assistons à toutes les décisions qui sont prises dans l'hôpital.
nous avons accès à toutes les commissions. Alors, il y a plusieurs commissions dans un hôpital. Il y a le CLAN pour l'alimentation et la nutrition. Il y a le CLIN pour les infections nosocomiales. Il y a, je ne me rappelle jamais son nom, pour la douleur. Et puis, il y a le conseil de surveillance de l'hôpital, qui est une instance qui est au-dessus du conseil d'administration et qui décide de la politique générale d'un centre hospitalier. Je suis moi-même membre du conseil de surveillance de l'hôpital du CHSF à Corbeil, et j'ai d'ailleurs la réunion tout à l'heure à 13h. Donc, voilà. C'est très très important. Donc, pour répondre à votre question, madame, vous ne pouvez pas avoir votre dossier médical, lettre au directeur du centre hospitalier, avec copie à la commission des usagers. Ça va être transmis. Alors, ça va être transmis obligatoirement à la commission des usagers qui influera de manière à ce que vous puissiez avoir votre dossier médical. Dans certains des hôpitaux, je parle par exemple au CHSF, quand on envoie une lettre de réclamation au directeur, elle est directement transmise par un transfert de mail sur la boîte des usagers. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Je m'améliore vraiment. Alors, consentement aux soins, ça veut dire que c'est ce qu'on peut aussi appeler la décision médicale partagée. C'est-à-dire que le médecin va vous proposer un traitement, mais il ne doit pas seulement vous proposer un traitement, il doit aussi vous expliquer quels sont les résultats attendus, quels sont aussi les problèmes causés par certains traitements. Je vais parler par exemple du diabète, parce que c'est ce que je connais le mieux. Il y a un médicament qui est donné en première instance à tous les diabétiques qui s'appelle le metformine. La metformine a comme effet secondaire de donner la diarrhée. Donc, si on n'est pas prévenu, au départ, on s'inquiète. Voilà. Donc, égal accès aux soins sans discrimination. Pardon. Le respect du secret médical, ça c'est aussi très important, de la dignité et le droit de choisir la personne de confiance. Alors, qu'est-ce que c'est que la personne de confiance? C'est une personne que vous nommerez qui vous suppléera si vous avez un coma, par exemple, et que vous ne pouvez pas prendre vos décisions. C'est cette personne qui prendra la décision à votre place. Donc, comme son nom l'indique, c'est une personne de confiance. C'est quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. C'est pas du tout la même chose que la personne à prévenir en cas de problème. Ça peut être la même chose, mais ça peut aussi être deux personnes différentes. Et ça, à mon avis, ça doit être deux personnes différentes. Alors, c'est pas toujours facile. Souvent, les personnes qui rédigent leurs directives anticipées ont du mal à trouver une personne de confiance. Alors, la personne de confiance, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami très proche, ça peut être votre médecin de traitant. Et donc, en cas d'accident où vous êtes dans l'incapacité de vous exprimer, c'est cette personne-là qui va prendre les décisions à votre place. D'où j'insiste, non, j'insiste peut-être beaucoup, mais d'où j'insiste pour dire que c'est vraiment une personne de confiance. De préférence, évitez la famille. Ah, je vais m'expliquer. Évitez la famille. J'ai le cas, il n'y a pas tellement longtemps, dans une maison de retraite, d'un monsieur qui n'avait pas fait ses directives anticipées, qui avait 96 ans, et qui a été atteint d'une tumeur des fosses nasales. Un truc qui était gros comme ça. Il n'avait pas fait ses directives anticipées, la famille s'est battue entre ceux qui voulaient faire des soins palliatifs et puis ceux qui voulaient qu'il soit opéré, alors que les chances de réussite de l'opération étaient nulles. Enfin, pas nulles, l'opération aurait réussi, mais ça lui aurait occasionné des douleurs atroces et ça n'aurait pas prolongé sa vie pour longtemps. Donc voilà. Souvent, quand on a plusieurs enfants, on hésite à dire lequel va être ma personne de confiance.
Parce que si on désigne un, peut-être que l'autre va être vexé. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous engage à prendre quelqu'un qui n'est pas de la famille. Mais maintenant, le choix est libre. Hein. Alors, choisir un personne et le droit d'accès aux soins palliatifs. C'est-à-dire que si, malheureusement, vous êtes atteint d'une pathologie qui n'a pas de traitement et qui peut entraîner la mort, vous pouvez avoir droit aux soins palliatifs, mais vous pouvez vous y opposer. Le droit d'opposition, c'est-à-dire moi je ne veux pas qu'on me réanime, moi je ne veux pas qu'on me fasse de la chimiothérapie, voilà, etc. Ça c'est très très important et c'est aussi un des points les plus importants de la loi Kouchner. Alors, on a garanti aussi les droits collectifs des patients et des usagers du système de santé. Alors je vous rappelle que ici, dans l'assistance, on est tous des usagers du système de santé à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que pour un petit rhume, ne serait-ce que, mais on va voir son médecin. Donc c'est vraiment très intéressant qu'on soit représenté. Les représentants des usagers interviennent dans les instances de santé au niveau national, local et territorial. Les associations de patients siègent par exemple dans les conseils d'administration des hôpitaux. Autre avènement du patient usagé, la responsabilité médicale pour faute et la réparation de l'aléa thérapeutique. Qu'est-ce que l'aléa thérapeutique? C'est un événement imprévisible, comme une maladie nosocomiale par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie nosocomiale? C'est une maladie qu'on attrape à l'hôpital. Alors on ne parle plus maintenant de maladie nosocomiale, mais de maladie suite à accident. Voilà. Le comité de liaison des infections nosocomiales est devenu, ce qui s'appelle le CLIN, est devenu le CLIAS. Ça ne change pas grand-chose, hein, mais bon, fallait bien. Alors, le consentement libre et éclairé, on vient d'en parler. La loi de 2002 prévoit que le patient doit avoir un consentement libre et éclairé des actes et traitements qui lui sont proposés. De fait, le médecin a un devoir d'information qui peut mettre en jeu sa responsabilité si tel n'a pas été le cas. Le patient a le droit de savoir avant un acte médical les différents traitements, les actes médicaux proposés, leur nécessité ou leur urgence éventuelle, leurs conséquences directes et celles en cas de refus, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles et les alternatives. Alors, il rajoute qu'on n'a pas besoin de se faire assister par un avocat pour récupérer un dossier médical. La loi du 4 mars prévoit que les proches puissent récupérer le dossier médical d'un défunt. En outre, s'il s'agit d'un établissement public ou privé participant au service public hospitalier, donc c'est des hôpitaux publics et des cliniques, et qu'il refuse de vous fournir le dossier des médicales, vous pouvez saisir la CADA. En plus de ce que je vous ai dit, madame, tout à l'heure. Donc la CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il est préférable d'écrire au directeur avec copie à la CDU que la CADA, parce que la CADA, c'est un barnum et c'est très très long à avoir des décisions. Alors, le droit d'être informé, le patient a le droit de connaître son état de santé. De fait, il a le droit à obtenir son dossier médical. Cela lui permet de plus de faire valoir ses droits si les conséquences de l'acte médical ne sont pas bonnes. Ça aussi, c'est très important. Ça veut dire que vous pouvez contester les traitements qui n'ont pas été... Alors, il y a une obligation de résultat dans tout traitement. Si elle n'est pas effective, voilà. Tout à l'heure, à la fin de mon exposé, nous aurons quelqu'un du Césame qui s'occupe de l'activité numérique en santé, qui viendra nous présenter Mon Espace Santé. Je crois qu'il est arrivé d'ailleurs. Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est quelque chose qui a remplacé le dossier médical partagé, qui était déjà un premier pas, mais qui n'était pas parfait. Vous allez voir que vous avez tout intérêt à installer sur votre ordinateur ou même sur le téléphone
mon espace santé. Il y a là-dessus tout ce que vous pouvez dire sur votre état de santé. Alors, je ne vais pas dévoiler ce qui va vous être proposé. Et voilà. Donc, on a parlé du dossier médical. La loi Kouchner donne aussi le droit d'être indemnisé. Lorsqu'il y a une faute médicale, il y a un recours possible contre le médecin ou l'établissement de santé. Mais il y a en plus une possibilité d'être indemnisé, car la loi Kouchner prévoit une indemnisation dans les cas les plus sérieux, même à l'absence de faute médicale. Sauf lorsqu'il y a une infection attrapée à l'hôpital, en parlant d'infection nosocomiale, c'est ce que je vous disais, soit lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas bonnes, on parle alors d'aléa thérapeutique, soit suite à la prise de médicaments ou de soins qui ont des répercussions sérieuses, on parle alors d'affection iatrogène. Voilà, c'est-à-dire une affection que vous avez attrapée par le médicament. Je fais simple. Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape est d'écrire au directeur de l'établissement, avec copie à la commission des usagers. Ça, c'est toujours le même système. Et en signalant une faute thérapeutique. Là, et en demandant une médiation. La médiation se fait devant un membre du service dans lequel vous avez été hospitalisé, ou en hôpital de jour, un ou deux représentants des usagers et l'administration de l'hôpital. Nous, représentants des usagers, on est là pour étudier les faits. On n'est pas là pour prendre parti ni pour l'hôpital, ni pour la personne qui se plaint. Donc, et on est là pour conseiller le plaignant de manière à ce qu'il soit le mieux renseigné et le mieux indemnisé possible. Alors, soit la médiation donne des résultats positifs, et à ce moment-là, la personne est indemnisée par les assurances de tous les centres hospitaliers, soit la médiation tourne court, et à ce moment-là, il y a d'autres moyens. Alors, le moyen le plus rapide après, c'est la CCI, Commission d'indemnisation, Commission centrale d'indemnisation, qui se trouve à Montreuil. Il suffit de leur écrire et puis ils montent un dossier et après ils s'occupent eux de vous défendre. Et puis, si ça ne marche pas encore, et ben, il y a les tribunaux. Mais alors là, il faut prendre un avocat, ça dure très très longtemps, ça coûte cher. Et dans 90% des cas que j'ai connus, ça s'est terminé avec une médiation en CDU. La loi Kouchner a mis en place les commissions de conciliation et d'indemnisation ainsi que l'organisme payeur, l'ONIAM, voilà, c'est ce dont je vous disais, dans le but de faciliter l'exercice du recours des patients. Effectivement, malgré des défauts, nous constatons qu'il s'agit d'une belle amélioration dans le domaine de l'indemnisation. Cette procédure peut permettre souvent d'être indemnisé correctement sans avoir besoin d'aller devant les tribunaux et de s'adjoindre un médecin et un avocat. Alors, historique, on va aller très vite. En 1974, Simone Veil, ministre de la Santé, signe la première charte du malade hospitalisé qui garantit la qualité des soins, la dignité et le respect des personnes hospitalisées dans chaque établissement de santé. De 1980 à 1990, l'épidémie de sida provoque des bouleversements dans la relation soignant-soigné. Le malade passe de l'état de patient passif à celui d'acteur de la prise en charge de sa maladie. L'ordonnance du 24 avril 1996, dans le cadre de la réforme hospitalière conduite par Alain Juppé, prévoit la participation des usagers au système de santé, en particulier par leur représentation au conseil d'administration de chaque établissement. Ainsi, dans un premier temps, 2 représentants assureront cette mission. Le décret du 2 novembre 1998 met en place la commission de conciliation à laquelle siègent les représentants des usagers. Oui, c'est un long travail. La loi du 4 mars 2002, cette loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de la santé, dite loi Kouchner, réaffirme l'importance des droits des usagers et de leur représentation. La loi du 9 août
2004. Cette loi relative à la politique de santé publique définit que seules les associations agréées par une commission nationale peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières. Le décret du 7 juillet 2005, il porte la représentation des intérêts des usagers à 3 représentants au sein d'un conseil d'administration. La loi HPST du 21 juillet 2009, elle met en œuvre une représentativité accrue des usagers au conseil de surveillance de l'établissement. En effet, dans les CHU, 2 membres du conseil de surveillance sur 15 représentent les usagers. C'est ce qu'on appelle le collège des personnes qualifiées. Vous voyez qu'il y a quand même eu un long travail depuis 1974. C'est encore une fois Madame Simone Veil qui a été à l'instigation de ce système. Elle a fait beaucoup de choses de bien dans le domaine de la santé. On va parler des missions du représentant des usagers. C'est d'agir pour le respect des droits des usagers et l'amélioration de la qualité de la prise en charge et des conditions d'accueil. Le représentant des usagers est la voix Le représentant des usagers est la voix des usagers dans l'établissement de santé. Il participe au conseil de surveillance et à différentes commissions, en particulier la commission des usagers, CDU, pour améliorer la vie quotidienne et pour faire valoir les droits des personnes malades. Il est un partenaire essentiel dans la vie du CHU. Il apporte sa vision dans les groupes de travail et lors de la prise de décision dans le cadre de la politique de l'établissement. Nous sommes, pour la plupart des établissements de l'Essonne, dans cette optique-là. Nous sommes consultés. Je connais très peu d'établissements. J'en connais un dans lequel j'étais il y a 5 ans et que j'ai abandonné. Je ne le citerai pas. Mais dans la plupart des établissements, nous sommes vraiment consultés partout. C'est des fois un petit peu lourd. Voilà. Alors, il exerce cette mission en tant que membre d'une association agréée par une commission nationale. Comme tous les membres du conseil de surveillance, il est nommé par un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, qu'on appelle l'ARS. Alors, les directives anticipées. Alors, ce sont vos volontés exprimées par écrit sur les décisions médicales à prendre lorsque vous serez en fin de vie, si vous êtes dans la capacité de vous exprimer. Alors, la plupart des médecins ont un peu de mal à parler de directives anticipées à leurs patients. Ils sont là pour soigner, ils ne sont pas là pour parler d'après. Voilà. Au CHSF, par exemple, nous avons pris un autre moyen. Nous avons demandé aux aumôniers de s'en occuper. Aumôniers de toutes les religions, hein, et ça marche très très bien. Rédiger ces directives anticipées, c'est pas souhaiter passer l'arme à gauche, c'est prévoir que éventuellement il y a des aléas de la vie qui font que vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer ou que vous voulez préciser auprès de votre famille, par exemple, que vous ne désirez pas être réanimé. Voilà. Alors pourquoi rédiger les directives anticipées? Que vous soyez en bonne santé, atteint d'une maladie grave ou non, ou à la fin de votre vie, les directives anticipées permettent de faire connaître aux médecins vos volontés sur la mise en route, le refus ou l'arrêt d'une réanimation, d'autres traitements et d'actes médicaux, et sur vos attentes. Cette réflexion peut être l'occasion d'un dialogue avec votre médecin, vos proches, et également de désigner votre personne de confiance. Qui peut les rédiger? Toute personne majeure a le droit de les écrire, quelle que soit sa situation personnelle. Mais vous êtes libre, ce n'est pas obligatoire. Quand et comment? Vous pouvez les rédiger à n'importe quel moment de votre vie, que vous soyez en bonne santé, malade ou porteur d'un handicap. Elles sont valables sans limite de temps, mais vous pouvez les modifier et les annuler à tout moment. Ça veut dire que si vous réfléchissez que finalement, vous préféreriez être animé, vous changez vos directives anticipées. Vous pouvez écrire vos directives anticipées sur un formulaire ou sur un simple papier daté et signé. Si vous ne pouvez pas les écrire, demandez à quelqu'un de le faire devant vous et devant 2 témoins. L'un d'eux doit être votre personne de confiance si vous l'avez désigné.
Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans mes directives? Alors, vous pouvez écrire ce que vous redoutez plus que tout. Par exemple, douleur, angoisse. Si vous voulez ou non être maintenu artificiellement en vie, les traitements et techniques médicales que vous ne souhaitez pas, sondes d'alimentation, aide respiratoire, vos attentes concernant l'aide de soins palliatifs, traitement des douleurs physiques, de la souffrance morale, mais également les conditions que vous souhaitez pour votre fin de vie, accompagnement, lieu de fin de vie. Vous pouvez vous faire aider par votre médecin qui vous expliquera les traitements et les options possibles. Comment les conserver? Parce que ça, c'est quand même important. Rédiger ces directives anticipées, c'est important. Mais que les professionnels de santé savent où elles sont, c'est aussi important. Comment les conserver? L'existence de vos directives anticipées doit être connue de votre médecin et de vos proches et elles doivent être facilement accessibles. Si vous avez un espace santé personnalisé, on en parlera tout à l'heure, numérisé, créé avec votre consentement, vous pouvez y faire enregistrer vos directives ou simplement y signaler leur existence et leur lieu de conservation. Sinon, vous pouvez les confier au médecin ou au soignant de votre choix pour qu'il les conserve dans votre dossier médical ou infirmier. Et ou les remettre à votre personne de confiance, à un membre de votre famille ou à un proche. Vous ne devez pas les adresser à la haute autorité de santé qui ne peut les conserver. Important. Comment seront utilisées mes directives anticipées? Si un jour vous ne pouvez plus vous exprimer, le médecin doit rechercher le plus tôt possible si vous avez écrit vos directives anticipées, en prendre connaissance et les respecter. Il peut arriver que votre situation médicale ne corresponde pas aux circonstances décrites dans votre directive. Dans ce cas, le médecin demandera l'avis d'au moins un autre médecin pour que les soins et traitements soient les plus proches possibles de vos souhaits. Il devra recueillir auprès de votre personne de confiance, si vous l'avez désigné, ou à défaut de votre famille ou l'un de vos proches, le témoignage de votre volonté. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Alors, et si je ne les ai pas rédigées, dans tous les cas, votre douleur sera traitée et apaisée, votre bien-être et celui de vos proches resteront la priorité. La loi demande aux médecins de ne pas commencer ou de ne pas poursuivre des traitements qui leur sembleraient déraisonnables, c'est-à-dire inutiles ou disproportionnés, ou qui n'ont d'autre effet que de vous maintenir artificiellement en vie. C'est important ça. Le médecin consultera votre personne de confiance si vous l'avez désigné, ou à défaut vos proches, afin de savoir quelle est votre volonté. Il prendra une décision après avoir consulté un autre médecin en concertation avec l'équipe de soins. Vous voyez quand même que là, vous êtes protégé de tout manquement. La personne de confiance. Alors, quel est le rôle de la personne de confiance? Elle pourra vous accompagner dans vos démarches liées à votre santé, et si un jour vous êtes hors d'état d'exprimer votre volonté, elle sera consultée en priorité pour l'exprimer. Elle pourra recevoir l'information médicale à votre place et sera votre porte-parole. Oui, vous voyez l'importance de quelqu'un en qui on a vraiment confiance. S'il y a un héritage derrière, il ne faut pas... Je plaisante. Toute personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance et qui est d'accord pour assumer cette mission, votre conjoint, un de vos enfants ou un de vos parents, un ami, un proche ou votre médecin traitant. Il est important qu'elle ait bien compris son rôle et donné son accord pour cette mission. Une personne peut refuser d'être votre personne de confiance. C'est assez lourd quand même hein, comme engagement. Hein. Quand et comment la désigner? Pardon. Vous pouvez la désigner à tout moment, que vous soyez en bonne santé, malade ou porteur d'un handicap. La réflexion sur les directives anticipées peut être un moment opportun, car la personne de confiance doit connaître vos souhaits et volontés si un jour vous ne pouvez plus vous exprimer. D'autres moments, comme les changements de conditions de vie, de votre état de santé ou l'annonce d'une maladie grave, sont aussi propices. La désignation doit se faire par écrit en utilisant le formulaire ou sur papier libre, daté et signé, en précisant ses noms, prénoms, coordonnées pour qu'elle soit joignable. La personne doit co-signer le document. C'est logique. Voilà. J'ai fini. J'attends vos questions. Il n'y en a pas? Non. J'ai été si clair que ça? C'est pour l'habitude, d'habitude. Non, pas de questions? Alors, une question. Moi j'en ai. Qui a déjà rédigé cette directive anticipée? Ah 5 personnes quand même. Très bien. Si j'ai une question, enfin plutôt une confirmation.
À l'hôpital, quand on est opéré pour quoi que ce soit, on nous fait signer un document avec une personne responsable. Oui, il y a un CERFA. Voilà, c'est ça. Il y a un CERFA. Est-ce qu'on peut préciser la différence entre ça et ça? Attends, excuse-moi. Peut-on préciser la différence entre ce document qu'on signe, à qui on donne le droit à peu près les mêmes droits, et les directives anticipées? Alors, la personne de confiance est dans les directives anticipées. Désigner une personne de confiance, ça fait partie des directives anticipées. Ça découle par exemple des directives anticipées. Les directives anticipées, c'est la généralité pour expliquer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Voilà. Et en plus de désigner la personne de confiance. Est-ce que j'ai été clair, hein? Non. Non. Je te reconnais bien là. Je précise, je viens d'être opéré. Oui. À l'hôpital, on m'a fait signer un document avec une personne de confiance, notamment parce qu'il y a une anesthésie générale et qu'on ne peut pas rentrer tout seul en voiture, donc la personne va venir vous chercher. Ils appellent ça aussi une personne de confiance, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Non, ça n'a rien à voir. Quand on te fait signer à l'hôpital quelque chose pour que quelqu'un vienne te chercher, qu'on appelle une personne de confiance, c'est simplement pour ce que l'hôpital est en train de se garantir pour les sites éventuels pendant le transport. Oui. La personne de confiance, j'en ai déjà. Oui. Elle connaît aussi mes directives anticipées, mais j'ai rien écrit. Est-ce que c'est valable ou pas? Non. Il faut vous exprimer par écrit. Vous savez, on dit toujours les paroles s'envolent, les esprits restent. D'autres questions? Oui. Des formulaires, on les trouve où? Sur le site de l'ARS, l'Agence régionale de santé.